Bonjour à vous à la maison et re-bienvenue à ce nouvel épisode d'Érable en Bref. Aujourd'hui, on s'intéresse à plusieurs enjeux qui touchent directement les citoyens de Plessisville. D'abord, des changements importants concernant la vitesse sur les territoires alors que la limite maximale sera revue à la baisse dans plusieurs secteurs. Il sera aussi question du mouvement communautaire à bout qui a pris fin il y a de ça quelques jours. Nous aborderons également la gestion de situations d'urgence, notamment lors de la récente crise du verglas, ainsi que les mesures mises en place face au risque de contamination de l'eau. Pour en discuter, nous recevons le maire de Plessisville, M. Marc Morin, ainsi que la directrice générale, Mme Justine Fecteau. Marc, bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation, c'est super apprécié. Bonjour Jacob, ça me fait autant plaisir à moi. Récemment, la Ville a établi une motion pour faire diminuer les limites de vitesse dans la ville, en fait, à Plessisville. Je me demandais pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de baisser la limite de vitesse? C'est juste une question de sécurité. Moi, quand je suis arrivé à la ville, une des premières choses que j'ai dites, c'est pour moi, je suis intransigeant là-dessus. La sécurité, ça passe avant tout. C'est ça qui va guider mes décisions à moi, mais avec l'appui du conseil, je l'espère. Fait qu'on sait qu'il y a beaucoup de villes qui sont parties là-dessus, baisser la limite à 40 km/h. Puis ça donne de bons résultats, qu'on a dit. Parce que ça sert à rien de faire quelque chose qui a été essayé ailleurs puis qui n'a pas marché. Mais dans ce cas-là, ça leur réduit la vitesse. Fait que c'est pour ça qu'on a pris cette décision-là. Puis pourquoi maintenant? Est-ce que ça a été un processus qui a été long à adopter? Ça fait déjà quelques années qu'on y réfléchit. Mais faut regarder parce qu'il y a quand même des coûts à ça. Il faut changer toutes nos affiches puis regarder dans chaque secteur, comme dans les écoles, ça va rester à 30 km/h. Après ça, 40 km/h plutôt que 50. Il y a cet aspect-là qui est important. Puis vu que ça a donné des résultats dans d'autres villes, on s'attend aux mêmes résultats. On sait il y a manque d'effectifs au niveau de la SQ. Fait que ça, c'est une chose. Fait qu'on va quand même compter sur la SQ pour émettre des contraventions lorsque nécessaire. Puis on travaille déjà avec la SQ pour les arrêts non faits. Marc, on s'est parlé à quelques reprises, puis souvent, je vous ai entendu dire qu'il n'y aurait pas d'amélioration nécessairement si la présence des policiers mettons, si ça n'augmentait pas. Dans les autres municipalités, en baissant 40 km/h, il a été noté une baisse du kilométrage heure fait par les citoyens. Ça, c'est pour ça qu'on y va. Mais c'est sûr que la présence policière est importante. Mais je dirais encore plus pour les arrêts non faits, parce que c'est un fléau, pas seulement à Plessisville, mais ailleurs aussi, dans d'autres municipalités. Les maires me le disent aussi. Mais moi, à l'hôtel de ville, je vois le coin Saint-Calix puis Saint-Édouard. Je trouve ça épouvantable. Est-ce que, en fait, à Plessisville, quels sont les besoins, outre, les constats, mais quels étaient les besoins pour se dire, OK, on entre dans ce projet-là? C'est toujours l'aspect sécurité. Ouais, la sécurité. C'est ça qui est important. Moi, je veux pas voir personne se faire frapper. Je veux pas qu'il y ait d'accident. Puis en réduisant la vitesse, on a constaté par des statistiques qu'effectivement, ça marche dans d'autres municipalités. Alors, pourquoi pas la nôtre? Ouais. C'était ma prochaine question, justement. Mais comment est-ce que vous allez être capable de quantifier, justement, la réduction, puis l'amélioration, en fait, là? C'est sûr que le niveau d'accident, on le voit souvent par la SQ qui nous émet un rapport à chaque année. Fait que ça va être un indicateur, mais aussi par l'observation qu'on va faire. Ça, c'est drôlement important. Ouais. Vous avez parlé des coûts tantôt, mais est-ce que vous avez été capable de justement quantifier ces coûts-là reliés à cette motion-là? Bon, c'est pas si astronomique. Je pourrais pas te donner un chiffre par cœur. J'ai pas ce souvenir-là. Mais si on le fait, c'est parce qu'il y a une nécessité de le faire pour la sécurité des gens. Puis à quel moment est-ce que vous pensez que les citoyens vont être en mesure de voir ces changements-là, la réduction des méfaits? On va commencer quand même très bientôt avec l'affichage dans les différentes zones. C'est sûr que les zones scolaires, on n'a pas à changer ça, mais après la zone scolaire, ça va passer de 50 à 40. Puis il y a un battage publicitaire qu'on fait avec ça aussi sur nos réseaux sociaux, entre autres. Dans le meilleur des mondes, Marc, à quand est-ce que vous voudriez voir tous les panneaux changer à Plessisville?
je dirais l'automne prochain. Là, j'espère que ça va être fini là. Oui. J'espère que ma directrice générale ne me trouve pas trop ambitieux. Donc, à l'automne prochain pour la fin de ce projet-là. Oui, effectivement. Super. Marc, je vous change complètement de sujet parce que la semaine dernière, en fait, il y a quelques jours de ça, on a mis fin au mouvement communautaire à bout. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce mouvement-là dans la région? C'est un mouvement obligatoire parce que les gens soupçonnent pas assez le bienfait que les organismes communautaires font. Je le dis souvent, là, pour chaque dollar investi dans un organisme communautaire, au bout de 6 ans, on sauve 12 dollars dans le domaine de la santé. Fait que ça, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Moi-même, j'ai eu recours à des organismes communautaires. Là. On vivait des petites problématiques familiales. Puis Chantal et moi, on a eu besoin d'aller consulter pour voir quel alignement on devait prendre. Puis ça nous a énormément aidé. Fait que moi, le communautaire, là, je l'ai à cœur. Je trouve ça extrêmement important, puis je vais les soutenir tant que je peux. Bien, justement, vous m'ouvrez la porte, mais de quelle manière est-ce que vous comptez soutenir le communautaire? Eh bien, j'ai un rôle aussi au niveau de la MRC. La MRC soutient financièrement la Corporation de développement communautaire de l'érable. Puis je vais travailler à ce que nos babines suivent nos bottines ou nos bottines suivent nos babines. C'est-à-dire qu'on était plusieurs à s'être impliqués dans ce mouvement-là là, la semaine dernière. Fait que c'est pas tout de montrer notre appui, il faut montrer notre appui financier aussi. Pendant des années et des années, le soutien était de 15 000 $ à la Corporation de développement communautaire de l'érable. Puis quand je dis pendant des années, c'est au moins 20 ans. Fait qu'il n'y a pas personne qui voudrait garder le même salaire pendant 20 ans. Puis c'est pas un gros montant qui est donné à l'heure actuelle. Puis si le gouvernement nous écoutait présentement, quel message est-ce que vous espériez, en fait, qu'ils retiennent de tout ce mouvement-là du communautaire à bout? Qu'ils les soutiennent financièrement comme il le faut. Parce que ce que le communautaire fait, le gouvernement n'est pas obligé de le faire. C'est ça qui est important. Je me souviens à une époque où les employés des différents ministères disaient « ils volent nos jobs ». C'est ce qui était dit à l'époque. J'entends plus ça. Un discours qui a complètement changé. Oui, mais il faut les soutenir comme il faut. Là. Parce qu'on le sent justement, ils sont à bout présentement. Puis pour vous avoir vu assister à des manifestations qui se sont faites, est-ce que vous l'avez ressenti, ce cri du désespoir-là du communautaire? Ah, bien sûr. Oui. Bien sûr. Puis le battage qui a été fait autour de ça, au niveau de la télé, radio, etc., je pense que ça va porter fruit. Puis les témoignages qu'on a eus aussi, qu'on a entendus, ça ne peut pas faire autrement que porter fruit aussi. Marc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir me parler du projet, donc de la limite de vitesse qui va baisser, puis du communautaire à bout. Merci d'avoir été de passage avec nous. Parfait, ça fait plaisir énormément. À la prochaine. Justine, bonjour. Merci également à vous d'avoir accepté l'invitation. C'est super apprécié. Ça me fait plaisir. J'aimerais qu'on revienne sur les intempéries de température qu'il y a eu dans le dernier mois parce qu'on a quand même eu une contamination d'eau et une crise de verglas à Plessisville. Donc, commençons par la contamination de l'eau. Comment est-ce que la ville doit réagir, en fait, quand il y a un événement de la sorte qui se produit, là? Premièrement, si je peux me permettre, je dois te reprendre parce que finalement, l'eau n'a même pas été contaminée. OK, parfait. Donc, il y a eu un risque de contamination de l'eau. Puis, dans le fond, c'est deux événements quand même distincts. On le sait bien, là, le verglas avec l'avis de non-consommation d'eau potable. La différence entre les deux, c'est que le verglas, on a pu quand même un peu l'anticiper. Donc, c'est sûr qu'on a un rôle à jouer, qu'il y a des imprévus, qu'il y a quand même une belle adrénaline, là, mais on a pu l'anticiper. Donc, on a pu prendre des mesures la veille, l'avant-veille, voyant venir les choses pour le fameux jeudi 12 mars. Par exemple, on s'était assuré d'avoir un élagueur de disponible au privé là, pour venir nous aider en cas de besoin. Les équipes étaient déjà mobilisées. Alors que pour l'avis de non-consommation d'eau potable, ben là, le téléphone sonne, il y a un risque et compte tenu que ce risque-là est présent, ben, c'est carrément au-dessus de nous, là, le ministère de la Sécurité publique et la direction de la santé publique
nous disent qu'il faut émettre un avis de non-consommation le temps qu'on vérifie les paramètres dans l'eau. Donc, à ce moment-là, on ne sait pas est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas, mais il ne faut pas prendre de chance, il faut vraiment prendre toutes les précautions nécessaires. Donc, de ce que je comprends, c'est que c'est la santé publique qui, eux, vous contactent et non l'inverse. Vous n'avez pas besoin de vous la contacter pour enclencher le processus-là. Bien, dans le cas qu'on a vécu, effectivement, ça s'est passé comme ça parce que on était au courant qu'il y avait eu un certain incident, mais on connaissait pas la teneur, on connaissait pas les risques, tout ça. Et habituellement, quand des choses-là se produisent, oui, la Ville est avisée pour que nous, on prenne nos précautions, mais il y a d'autres instances plus hautes que nous, gouvernementales, qui sont également mises à profit. Donc, on n'est pas décisionnel, mais on avait déjà mis certaines choses en place de notre côté, mais c'est pas nous qui prenons ce genre de décision-là nécessairement. Dans certains cas, oui. Dans ce cas-là, c'est carrément la procédure a été prise compte tenu d'un très léger risque potentiel, mais quand même risque. Il était mieux d'agir. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de me parler de ça, mais comment est-ce que, justement, on est capable de cibler qu'il y a un risque potentiel de contamination, là? Ben effectivement, il y a des choses qui doivent rester confidentielles. Donc, je vais tenter quand même de vous répondre avec le plus de clarté possible. Mais c'est sûr que quand un incident survient, peu importe si c'est la ville ou si c'est chez une personne privée ou si c'est une entreprise, ben on doit déclarer. Hein. Donc, ça peut être au 911, les personnes appellent, bon, peu importe. Là. Et ça, ben, ces informations-là, ben, il y a une chaîne de communication qui se produit. Et après ça, ben, les bonnes personnes sont contactées pour que les mesures soient prises. Donc, comme je vous dis, nous, on était au courant à une certaine heure que quelque chose s'était produit. On a fait des téléphones et au moment où on nous a indiqué, ben, compte tenu de tel risque, on vous recommande de émettre le fameux avis, ben là, on a émis l'avis immédiatement. Dans les deux cas, donc dans le cas de tempête de verglas, puis dans le temps de risque de contamination, ça prend un plan de communication, j'imagine, assez fort, là, mais qui doivent différer les uns des autres, parce qu'il y en a un, comme vous l'avez dit tantôt, on peut le prévoir, l'autre un peu moins. Oui. Donc, pouvez-vous me parler de la différence entre les deux plans de com qu'on doit mettre en place pour ce genre de situation-là? Là? Bien, premièrement, moi, je veux me faire rassurante, parce qu'on a quand même une équipe de sécurité civile à l'interne de l'équipe administrative, là, qui est prête, peu importe la situation. Donc, je vous donne l'exemple pour l'avis de non-consommation d'eau potable. La minute qu'on a eu l'information, OK, vous devriez le faire finalement, parce qu'on attendait, dans le fond, d'avoir une directive. Ça n'a pas pris 5 minutes que les personnes de ma cellule de crise, on va l'appeler comme ça, étaient déjà en ligne avec moi, puis qu'on se distribuait les responsabilités. Mais avant même d'entrer dans cette réunion-là, les communications avaient été faites sur les différentes plateformes. Le conseil était mis au courant des choses comme ça. Donc, on a déjà des modèles, on a déjà des gabarits. S'il y a un incendie majeur, s'il y a une sécheresse, s'il y a justement un avis de non-consommation, un avis d'ébullition, on a déjà différentes procédures, modèles de communiquer, les publications notamment sur Facebook, l'appel de masse, les messages préautorisés. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui sont préfaites. Il suffit de les adapter à l'événement précis qu'on vit. On parle d'adapter ces messages, mais justement, dans une situation de crise comme ça, souvent, on se tourne vers les réseaux sociaux. Mais pour des personnes qui n'utilisent pas nécessairement les réseaux sociaux, je pense aux personnes plus âgées de la région, là, de quelle manière est-ce que eux, vous êtes capable d'aller les rejoindre? C'est sûr que c'est des choses auxquelles on pense. Il y a beaucoup trop de portes, là, si je ne me trompe pas, on a au-dessus de 5000 portes, donc distribuer des accroche-portes, c'est pas réaliste. Donc, c'est vraiment l'appel de masse. Puis ça, on a quand même ceux qui ont reçu l'appel de masse se sont dit vraiment satisfaits. Hein. On peut avoir des messages textes sur son téléphone, les publications sur le site Internet de la Ville, sur la page Facebook de la Ville et le fameux appel de masse qui indique, dans le fond, la situation. Donc, c'est la meilleure façon de rejoindre les gens, dans le fond, qui ne sont pas nécessairement sur les réseaux sociaux, que ce soit un cellulaire ou une ligne fixe à la maison, ça va sonner et on va avoir le même message. Et nous, on peut voir déjà depuis qu'on a eu cette situation-là, on a beaucoup moussé la publicité à ce que les gens s'inscrivent et on a plus de 150 nouvelles adhésions. Donc, tu sais, c'est vraiment le nerf de la guerre parce que il y a le début, mais il y a la fin aussi. On a hâte que ça soit terminé ou s'il y a des indications à voir si malheureusement une situation devait s'éterniser, bien, c'est vraiment la bonne façon d'être rejoint. Sinon, oui, on met à jour notre page Internet, des choses comme ça. Mais vous le dites, là, c'est pas tout le monde qui suit ces plateformes-là. Oui.
Comment est-ce que ces messages-là ont été reçus par rapport à la population, de la part de la population, en fait? Parce que c'est pas nécessairement facile ni plaisant de recevoir un message comme ça, parce que ça peut s'étaler sur une certaine période de temps. Oui. Donc, comment ce message-là a été reçu? Ce qu'on s'est fait dire, c'est que ça a été très clair, une bonne gestion de crise, que, tu sais, comme je viens de le dire, ceux qui ont été rejoints ont même été rejoints de plusieurs façons. Donc, je pense qu'il y a une très bonne satisfaction selon l'échantillon qu'on a. Nous, ce qu'on voudrait, c'est réussir à rejoindre tout le monde, évidemment. Puis, il faut savoir, quand on gère une situation comme ça, qui est déstabilisante, autant pour nous que pour la population, nous, quand c'était en cours, cet avis-là, on était déjà en train de penser à la nuit, au lendemain, au surlendemain. Donc, on ne reste pas assis là à attendre que ça se règle. On avait déjà le plan A, B, C, D qui était déployé, puis on avait des stratégies. Donc, s'il avait fallu, le risque était mineur, mais il y avait un risque quand même. Donc, s'il avait fallu que finalement l'eau soit contaminée, par exemple, cette fois-là, on avait déjà des mesures de prise et des solutions à offrir à notre population. Mais c'est des informations qu'on divulgue au bon moment pour quand même garder un rythme puis aller à l'essentiel le temps venu. Parce que dans les premières heures d'une situation comme ça, idéalement la première journée, faut être capable de s'organiser soi-même ou de pouvoir compter sur l'entraide. J'ai pas d'eau chez moi. Est-ce qu'un voisin en a un surplus? Est-ce que quelqu'un qui habite où il y a un puits pourrait m'approvisionner, par exemple? Donc, c'est là-dessus qu'on est supposé se fier, donc sur nous-mêmes. Pendant ce temps-là, la ville est en train de planifier si jamais ça s'étirait au lendemain ou sur le lendemain, des choses comme ça. Oui, sur une note un peu plus personnelle, là, en tant que directrice générale, laquelle des deux crises vous avez aimé mieux gérer? Je vous dirais... La plus stimulante. Compte tenu de l'équipe qu'on a, gérer les deux crises, c'est très satisfaisant parce que je suis entourée de tellement de personnes compétentes. On a les bons outils, des compétences, donc des gens qui comprennent qu'en gestion de crise, il y a des questions qu'on se pose, puis il y en a qu'on se posera plus tard. Là. Donc ça, j'ai confiance envers tout le monde, donc il n'y a pas de difficulté. On a aussi la confiance du conseil municipal, donc ça nous permet de travailler. C'est sûr que le verglas, compte tenu que c'était prévisible, c'est sûr que c'en est une qui est plus, je vais dire, facile ou plus agréable à gérer, même si on ne sait pas combien de temps vont durer les pannes électriques, tout ça. Tandis que la vie de non-consommation, j'en ai déjà vécu un comme directrice générale à Plessisville, on se rappelle, en janvier 2021. En plus, on était en période de COVID. Et là, ça avait duré plusieurs jours, il faisait froid, donc... puis là, on ne peut pas faire bouillir l'eau, hein, c'est non-consommation. Oui. Donc, pensez aux personnes vulnérables de notre communauté, tout ça, c'est ça. C'est plus difficile. C'est plus difficile quand on parle vraiment de ne pas avoir d'eau dans une période de temps froid. Donc, je voulais pas qu'elle s'éternise, mais sinon, on était prêts. En période de gestion de crise comme ça, à quel point est-ce que le travail d'équipe devient primordial? C'est juste ça qui compte. Oui. C'est juste ça qui compte. Les communications se font rapidement. Chacun se fait confiance. Quand on est en réunion et que je distribue l'ouvrage, je la distribue, mais on se parle, on trouve les meilleures solutions ensemble, puis après ça, on se dit, bon, ben on raccroche, et là, toi, voici tes responsabilités, j'ai aucun doute sur la qualité du travail qui est fait. Donc, ce n'est qu'un travail d'équipe. Oui. Puis, est-ce qu'entre municipalités aussi, vous interchangez pour vous aider? Oui, absolument. Donc, quelques municipalités de la MRC de l'Érable, on est entré en contact. Toi, qu'est-ce que tu fais? As-tu un centre d'hébergement? Comment vont tes pannes? Des choses comme ça. Donc, oui, l'entraide est vraiment là de façon naturelle. Puis, on s'est d'ailleurs rencontrés par après. Là, on parle vraiment de l'épisode de verglas, parce que la non-consommation d'eau, c'était juste pour... les personnes desservies à Plessisville. Mais pour ce qui est du verglas, on a déjà fait une rencontre post-mortem avec les gens du CIRE, le service de sécurité incendie régional, les gens de la Sûreté du Québec et les municipalités de toute la MRC de l'Érable pour voir à se partager les bons coups, les moins bons coups pour apprendre tous ensemble, puis voir comment la prochaine fois on peut encore être plus fort. Mais c'est toujours la communication. Là. En terminant, pour ceux et celles qui nous écoutent à la maison, quel message est-ce que vous aimeriez leur passer? C'est certain que d'avoir une trousse d'urgence, et d'être inscrit au logiciel d'appel de masse, c'est les deux choses. Faut pas être alarmiste, là. C'est des choses qui arrivent, qui vont encore arriver. Nous, la Ville, on va faire notre rôle, on va être préparés.
Il y a une partie, par exemple, qui revient à chaque personne entre elles, et c'est d'être prêt pour subvenir à ses besoins sur une courte période. Donc, ça, vous pouvez être assuré qu'on va de plus en plus en parler sur nos différents moyens de communication. Donc, d'être inscrit au logiciel d'appel de masse et d'avoir sa trousse d'urgence à la maison, là, ça rend la situation beaucoup plus confortable pour les personnes qui sont chez elles et qui se demandent comment faire. Génial, Madame la directrice générale, merci beaucoup d'avoir été de passage avec nous. Merci pour les clarifications que vous avez apportées. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Des enjeux variés, mais qui ont tous un point commun, la sécurité et la qualité de vie des citoyens. Que ce soit pour des changements sur le réseau routier ou la gestion des situations d'urgence, la Ville rappelle l'importance de bien s'informer et de rester à l'affût des communications officielles. D'ailleurs, pour ne rien manquer, les citoyens sont invités à s'inscrire au portail citoyen de la Ville de Plessisville, un outil essentiel pour recevoir rapidement les avis et les informations importantes. Nous vous laissons le lien juste ici. Encore une fois, merci à vous, à la maison, d'avoir été des nôtres. C'était Jacob Pienville à la TVC.